Bonjour à toutes et à tous et bienvenue à ce webinaire sur la réforme des retraites. Donc, on a intitulé ce webinaire « Êtes-vous gagnant, gagnante ou perdante ?» Alors, vous allez voir, je vais aborder 4 thématiques en particulier, puisqu'on ne pourra pas voir l'ensemble de la réforme des retraites. Alors, dans un premier temps, je vais me présenter et présenter la société Géréseau. Donc, je suis consultante formatrice chez Géréseau Formation, Conseil, Édition. Donc, je m'appelle Nadine Ego et je suis consultante en retraite et en protection sociale. Donc, j'anime aussi bien des formations sur la retraite, mais aussi sur la maladie, la maternité, l'accident de travail, l'invalidité, le décès. Donc, j'ai 3 missions au sein de cette société. Donc, la formation inter-entreprise, intra-entreprise ou sur mesure. Le conseil, donc par exemple sur la retraite, je fais des bilans individualisés de retraite. Et une partie édition, donc je suis autrice de manuels pratiques sur la retraite et la protection sociale. Donc voilà pour la présentation de Géréseau. Et donc Géréseau, si vous ne connaissez pas, c'est un organisme de formation. Donc le siège social est au Mans et nous avons nos salles de formation, place de Catalogne, à Paris. Alors, dans ce premier temps, je vais vous présenter les points que je vais aborder avec vous. Donc, on aura 4 points différents. Un focus sur les mères de famille et en quoi être mère de famille, ou on va voir peut-être père de famille, peut avoir un impact sur votre date de départ en retraite, sur le montant de votre retraite, et puis les points de réforme sur justement ces mères de famille. Ensuite, on verra un deuxième point sur les validations de période de chômage en matière de droit à la retraite. Donc, est-ce que là aussi, ça peut vous pénaliser? Est-ce que toutes les périodes sont prises en compte? Troisième point, un focus sur les carrières mixtes, travailleurs indépendants ou libéraux et salariés du privé. Donc, on verra, il y a 2 aspects, artisans commerçants et régime général. Donc, la personne qui a une carrière artisan commerçant et salarié du privé, et profession libérale et régime général. Et le dernier point, donc nous aborderons les carrières longues avec les nouvelles modalités de départ anticipé. Et puis, alors, j'ai mis les stratégies. On va voir que dans certains cas, on peut optimiser son départ en carrière longue. Donc, voilà les 4 points qui vont donc être évoqués ce matin. Alors, pour comprendre toute cette thématique, dans un premier temps, je vais vous parler des sites Internet qui existent pour bien comprendre sa retraite, mettre à jour ses carrières, par exemple, pour enregistrer ses enfants. Alors, le premier site que je vais vous conseiller de consulter, c'est le site www.l'assurance-retraite.fr. Alors, d'ailleurs, il faut savoir que lundi, je suis allée sur le site, j'ai vu des informations et hier, il y avait des informations qui ont disparu. C'est-à-dire qu'auparavant, on avait un relevé de carrière spécifique au régime général et hier, il avait disparu. Alors, je ne sais pas s'il va réapparaître, mais en tout cas, c'est un petit peu gênant parce que pour contrôler sa carrière, le mieux, c'est d'avoir ce fameux relevé de carrière. Donc, j'essaie d'y aller une fois par semaine. Donc, on va voir si l'interface que je vous donne sur ce site, vous avez exactement la même chose ou pas. Je ne veux pas dire que ça change tous les jours, mais ça change souvent. Alors, sur ce site, l'assurance retraite, là aussi, je vais vous conseiller de vous connecter via France Connect. Alors, je ne sais pas si vous connaissez France Connect. Alors, France Connect, pour le définir, c'est un portail gouvernemental qui permet d'accéder à vos données personnelles. Et je dirais que la plupart des Français utilisent soit leur compte fiscal ou leur compte Amélie. Alors moi, je vais vous donner un petit conseil, c'est de créer votre identité numérique et de ne plus passer par ce qu'on appelle France Connect, mais France Connect Plus. Alors, qu'est-ce que c'est qu'une identité numérique et comment je fais? Alors, il faut que vous ayez un téléphone portable, il faut télécharger une application. Alors là, vous avez le choix entre l'identité numérique de la Poste ou France Identité. Donc, soit vous y arrivez tout seul avec votre téléphone, ça fonctionne bien. Parfois, ça ne fonctionne pas, notamment quand vous avez une ancienne carte d'identité.
Donc, vous pouvez aller à la Poste et la Poste, en fait, est mandatée pour vous aider à créer votre identité numérique. Alors, pourquoi j'insiste sur ce France Connect Plus? Ça veut dire qu'une fois que vous aurez téléchargé cette application, à chaque fois que vous allez vous connecter via France Connect, vous utiliserez le logo Identité numérique de la Poste ou France Identité. Pourquoi? Parce que c'est plus sécurisé. Et déjà, sur certains sites, alors je vais vous donner un exemple très simple. Aujourd'hui, vous voulez utiliser votre compte personnel de formation. Eh bien, si vous n'avez pas d'identité numérique, vous ne pouvez pas accéder à votre compte personnel de formation. Donc, c'est plus sécurisé. Alors, pourquoi? Parce qu'il y a eu de la fraude, il y a eu de l'usurpation d'identité. Donc, je pense que tous les citoyens français doivent s'habituer à, si bien sûr ils ont un téléphone et une boîte mail, à passer par cette nouvelle identité numérique. Alors, quand vous allez arriver sur le site de l'assurance retraite, donc là, je vous ai fait une copie écran et c'est ça d'ailleurs que j'ai changé hier. Donc, vous allez avoir la possibilité de faire plusieurs choses sur ce site. Consulter ma carrière. Donc, consulter ma carrière, vous allez pouvoir télécharger un relevé de carrière qui va vous dire dans quel régime vous avez cotisé. Alors, vous voyez, jusqu'à lundi, on avait la possibilité de télécharger un relevé de carrière dédié au régime de base, qui est pour moi beaucoup mieux présenté, beaucoup plus facile à lire et qui a disparu hier. Donc, c'est pour ça que j'ai fait cette nouvelle copie écran. Alors, sur cet espace personnel, je vais y revenir. Vous pouvez faire plein de choses. Vous pouvez estimer le montant de votre retraite. Donc, je vais y revenir tout à l'heure sur comment estimer le montant de sa retraite. Mettre à jour sa carrière. Donc, quand on va parler des enfants tout à l'heure, je vous montrerai comment faire. Donc, ce site, je vous invite donc tous à créer votre compte. Et puis, si vous avez des questions sur votre retraite de base, vous pouvez communiquer avec l'assurance retraite via votre espace personnel. Alors, là, je vous ai fait une copie écran de ce que vous allez avoir sur le relevé quand vous faites consulter ma carrière tout régime. Donc, vous allez avoir l'ensemble de vos droits. Donc là, c'est un salarié qui aura 3 retraites, une retraite du régime général, une retraite de l'Agirc-Arrco et une retraite de l'Ircantec. Et puis ensuite, vous avez le détail des périodes validées au régime de base et vos points en complémentaire. Alors, quand vous allez aller dans « Estimer le montant de ma retraite », alors là aussi, ça a changé il y a à peu près un mois. Vous avez 2 possibilités pour estimer. Estimation rapide, estimation personnalisée. Moi, je vous conseille de personnaliser votre estimation, notamment pour les femmes qui ont eu des enfants, parce qu'on va voir tout à l'heure que les enfants peuvent, pour certaines situations, impacter la date de départ ou le montant de votre retraite. Donc là, vous allez enregistrer vos enfants. Alors, il y a un truc qui est nouveau, c'est que si vous l'avez fait une fois, ils vont être préenregistrés. Et vous pouvez également corriger le salaire qui est enregistré. Vous allez voir, il y a un salaire qui va apparaître. Et donc, ce salaire, c'est votre salaire brut. Donc, si vous souhaitez le corriger, dire moi, le brut qui est indiqué, ce n'est pas mon dernier salaire, parce qu'eux, ils travaillent une moyenne sur plusieurs années, vous pouvez le corriger. Donc, dites-vous que c'est un outil qui vous permet d'estimer vos droits sous réserve que vos relevés de carrière soient à jour, que vos relevés de points soient à jour. Et là, vous allez télécharger un PDF qui va vous donner le montant de votre retraite, régime par régime. Donc là, le salarié, on lui dit, vous pouvez partir à taux plein 65 ans, et donc vous aurez tant du régime général, tant de l'Agirc-Arrco. Alors, ce salarié-là, il a aussi du RCI, qui est de la retraite complémentaire de commerçants artisans, et de l'Ircantec, qui est de la retraite complémentaire quand on a travaillé pour l'État sans être fonctionnaire. Donc, je ne l'ai peut-être pas bien précisé. Donc, moi, tout ce dont je vais vous parler, c'est pour le salarié du secteur privé. Je ne vais pas évoquer les régimes spéciaux ou la fonction publique, par exemple. Alors, vous avez également un deuxième site que je vais vous conseiller. Alors, soit vous téléchargez une application smartphone, Mon compte retraite, ou vous allez sur le site info-retraite. Et là, vous allez retrouver votre relevé tout régime, vous allez pouvoir estimer votre retraite, mais il y a un petit truc en plus, c'est que vous avez la visibilité de votre épargne retraite. Alors, en 2022, si vous voulez, il y a eu une réforme
qui a obligé tous les organismes assureurs qui gèrent des produits de retraite par capitalisation, donc ils peuvent s'appeler des articles 83, des Perrot, des Percol, des Perco, des Madelin, des PERP, des PER, donc il y a plusieurs types de contrats. Donc là, vous avez une information sur votre épargne retraite que vous n'avez pas sur le site l'assurance retraite. Alors peut-être qu'un jour, ça va venir. Et l'intérêt, c'est que vous, quand vous allez liquider vos droits à retraite, c'est de ne pas oublier de réclamer l'argent auprès de votre organisme assureur. Donc, vous aurez les coordonnées de l'organisme assureur, la nature du contrat et même maintenant le montant de l'épargne. En fait, il y avait à peu près, au moment où ils ont mis en place cette loi, 13 milliards d'euros de contrats en déshérence, c'est-à-dire d'argent qui n'était pas réclamé au moment de la retraite. Alors, donc voilà pour les sites. Donc, allez-y, soyez curieux et vous allez voir que vous allez pouvoir faire plein de choses. Donc moi, je vais m'axer, je vous ai dit tout à l'heure, sur les salariés du secteur privé. Donc le régime de base, qu'on appelle maintenant plutôt l'assurance retraite, qui va être géré concrètement si vous habitez en région par la CARSAT et si vous habitez en Île-de-France par la CNAV. Va s'ajouter à cette retraite de base une retraite complémentaire qui est gérée, donc ce sont des points Agir Carco et qui sont gérés par des groupes de protection sociale tels que ProBTP, Malakoff Humanif, AG2R La Mondiale, Clésa et bien d'autres. Donc ça veut dire qu'au moment où, quand on vérifie ses droits ou quand on liquide ses droits, on a à minima, quand on est salarié du privé, 2 régimes de retraite. Un régime de base et un régime complémentaire. Alors, pour qu'on comprenne bien la validation des trimestres, je vais juste refaire un point sur quelles sont les conditions d'ouverture de droit pour bénéficier d'une retraite. Donc, vous avez un âge légal qui était à 62 ans et qui va peut-être progressivement passer à 64 ans. Donc, attention, vous savez comme moi qu'il y aura peut-être une réforme. Alors, est-ce que ça va être une réforme d'ampleur? C'est-à-dire, est-ce qu'on touche à l'âge? Est-ce qu'on va plutôt toucher à des points de la dernière réforme? Ce qui me semble le plus probable, mais je n'en sais rien. Donc, en tout cas, progressivement, l'âge minimum de retraite va passer de 62 à 64 ans, sauf départ anticipé. Donc, ça veut dire que sous certaines conditions, on peut partir avant cet âge, donc dans des situations particulières. Alors, il y en a une que j'évoquerai, ce sont les carrières longues, mais vous avez aussi le handicap, l'incapacité permanente, l'inaptitude, qui sont des points très particuliers. Donc, je ferai peut-être un jour un autre webinaire sur ces points particuliers de départ avant l'âge légal. Ensuite, vous avez un âge qu'on appelle l'âge taux plein. C'est-à-dire que d'office, à 67 ans, donc ça n'a pas changé avec la dernière réforme, même si vous n'avez pas votre nombre de trimestres, vous avez le taux plein. Alors attention, quand vous allez simuler votre retraite, vous verrez que le taux plein ne veut pas dire forcément une bonne retraite. Ça veut simplement dire que vous n'avez pas de décote. Alors, au niveau des paramètres, puisque la dernière réforme des retraites, c'est une réforme dite paramétrique, c'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé la quarantaine de régimes qui existaient, donc chaque régime continue, et puis on a décidé de toucher à l'âge de la retraite et au nombre de trimestres. Mais vous allez voir que derrière, je dirais que dans toute réforme, le diable se cache dans les détails, c'est-à-dire c'est dans les détails où vous allez avoir d'autres modifications, des choses en plus, peut-être des choses en moins. Donc, en fait, la dernière réforme qu'il y a eu ne concerne pas uniquement l'âge de la retraite. Alors, pour calculer une retraite de base, je suis un petit peu vite. Une retraite du régime général, ça se calcule sur un revenu annuel moyen des 25 meilleures années. Alors, ce revenu, en fait, normalement, est limité au plafond, donc le plafond de la sécurité sociale. Pour vous donner une indication, en 2025, c'est 47 100 €. Après, quand on parle de retraite à taux plein, ça veut dire qu'on va avoir un maximum de 50%. Et ensuite, on va regarder combien vous avez de trimestres. Mais concrètement, quelqu'un qui part à l'âge légal avec tous ses trimestres, il va avoir 50% de la moyenne de ses 25 meilleures années. Donc, pour vous donner un chiffre, quelqu'un qui aurait toujours été au-dessus du plafond depuis plus de 25 ans, aujourd'hui, une retraite complète à taux plein, c'est 1 656 € net par mois. D'accord ? Donc, l'enjeu de la retraite de base, c'est ça.
Donc là, je voulais juste refaire le point, vous voyez, sur ces éléments, parce que quand je vais aborder la validation des trimestres, il faut déjà comprendre à quoi servent les validations de trimestres, ce que sont aussi les cas de départ anticipés. Alors là, on va démarrer par un petit sondage, parce qu'on va aborder la prise en compte des enfants. Donc, on va faire un petit sondage. Kelly, je te laisse lancer ce sondage. Hop. Alors, combien de trimestres valide-t-on pour un enfant? Alors, donc, je vous laisse répondre à ces questions. Donc, au maximum 4 trimestres par enfant, au maximum 6 trimestres par enfant, ou au maximum 8 trimestres par enfant. Donc, j'ai du 4, du 8, du 6. Alors, j'attends encore quelques secondes et puis je vais fermer les votes. Alors, donc la réponse, vous allez voir, c'est qu'au maximum, en fait, on peut valider. Alors attention, on parle des salariés du secteur privé. On valide au maximum, on va voir tout à l'heure, 8 trimestres par enfant. Alors, donc, ce n'est pas 4 trimestres. Alors, j'ai bien dit 8 trimestres maximum et c'est ça que je vais détailler. Donc, merci d'avoir répondu à ce petit sondage. Alors, pour les enfants. Alors, les enfants, en fait, vont vous permettre, sous condition, d'acquérir des trimestres. Alors là, on va distinguer les enfants nés ou adoptés avant le 1er janvier 2010 et les enfants nés ou adoptés à partir du 1er janvier 2010. Alors, si vos enfants sont nés avant le 1er janvier 2010, les mères, donc vous allez voir, c'est réservé aux mères, ont droit à 4 trimestres au titre de la maternité. C'est-à-dire que le fait d'avoir mis au monde votre enfant va vous donner 4 trimestres. Ou si vous avez adopté un enfant, 4 trimestres d'adoption. Donc, c'est ou maternité ou adoption. Et si vous avez élevé vos enfants, on va avoir 4 trimestres d'éducation. Alors, donc 4 trimestres pour avoir mis son enfant au monde et 4 trimestres pour avoir élevé son enfant entre 0 et 4 ans. Donc, ça veut dire que les femmes vont récupérer au maximum 8 trimestres par enfant. La nouveauté avec la réforme des retraites, c'est qu'avant, quand un enfant était enregistré à l'état civil mais décédé à la naissance, la mère n'avait que 4 trimestres. Aujourd'hui, on va lui donner les trimestres d'éducation, même si elle n'a pas éduqué son enfant. Donc, vous voyez, il y a des petites choses dans la réforme, mais qui, pour certains dossiers, peuvent avoir leur importance. Donc là, vous voyez, on est sur du plus par rapport à ce qui existait avant. Alors, maintenant, pour que vos enfants arrivent sur votre relevé de carrière, parce qu'ils ne vont pas arriver tout seuls sur votre relevé de carrière. Donc là, vous avez un onglet « Compléter ma carrière et déclarer mes enfants ». Donc déjà, en consultant votre relevé de carrière, vous allez voir s'ils sont enregistrés. S'ils ne sont pas enregistrés, il va falloir les enregistrer. Alors là, je parle tout d'abord des enfants nés avant 2010. Alors, il y a un truc qui est étrange, c'est que j'ai remarqué, je ne sais pas pourquoi, suivant votre âge, soit vous avez cet onglet, soit vous ne l'avez pas. Bon. Donc, à vous d'aller sur votre espace personnel, l'assurance retraite. Alors, on peut le faire aussi via Info Retraite. Alors là, attention, quand vous allez déclarer votre enfant, on va poser tout un tas de questions. Alors déjà, il faut vous munir du livret de famille et du numéro de sécurité sociale du père de vos enfants, sauf si vous avez élevé seul votre enfant pendant 1 an au cours de ces 4 premières années. Alors, c'est assez étrange. Pourquoi on demande le numéro de sécurité sociale du père puisque les enfants ne donnent pas de droit au père? C'est étrange. Donc, je vous donne la logique, alors elle est un petit peu tordue. Pour avoir les trimestres d'éducation, tout à l'heure, on a vu qu'on avait 4 trimestres pour mettre l'enfant au monde et 4 trimestres pour l'éduquer. Pour avoir les trimestres d'éducation, alors depuis la réforme de 2010, donc ça, ce n'est pas la réforme de 2023,
il faut que le père de vos enfants ait lui-même validé 8 trimestres en France ou en Europe. D'accord? Donc, concrètement, imaginons, je fais un enfant. Le père de mes enfants, il est non européen. Donc, il est au Japon. Donc, je vais travailler au Japon, je fais des enfants avec un Japonais. Et bien, au lieu d'avoir 8 trimestres par enfant, j'en aurai que 4 parce que le père de mes enfants n'est jamais venu, en fait, cotiser ou travailler en Europe. Donc, c'est très étrange. Et c'est pour ça que quand vous allez enregistrer votre enfant en ligne, on va vous demander le numéro de sécurité sociale du père pour justement vérifier sa situation. Donc, un conseil, si vous divorcez, conservez le numéro de sécurité sociale du père de vos enfants. Hein. Il va vous servir pour enregistrer vos enfants. Alors, bien évidemment, s'il n'y a pas de père, c'est beaucoup plus simple. Vous aurez vos 8 trimestres. Pour les enfants nés à partir de 2010, attribué à la mère au titre de la maternité, la majoration adoption, elle est choisie par les parents et la majoration éducation, dans le principe, elle est à la mère. Alors, quand votre enfant atteint l'âge de 4 ans, vous avez 6 mois, attention, c'est très rapide, pour partager vos trimestres d'éducation avec le père. Et depuis la réforme de 2023, on ne peut plus donner que 2 trimestres au père. Avant, on pouvait lui donner les 4 trimestres d'éducation. Aujourd'hui, on ne peut plus lui en donner que 2. Alors là, attention, je ne sais pas si vous allez réussir à le faire en ligne, parce que je vous dis, le site change assez souvent. Sinon, il y a un formulaire spécifique qui s'appelle « Demande de partage de trimestre pour enfants ». Donc, pour résumer sur la prise en compte des enfants en termes de trimestres, chaque enfant va vous rapporter au maximum 8 trimestres. Hein. C'est pour ça que tout à l'heure, dans le sondage, c'était maximum 8. Alors, c'est vrai que peut-être que dans 99% des cas, ce sera 8, mais dans certaines situations, ce sera 4. Deuxième point sur la prise en charge, on va dire, pour les mères de famille, mais ça peut être aussi, je vous dis, les pères de famille, c'est le congé parental. Alors, si on a pris un congé parental avec un arrêt total d'activité, on peut avoir des trimestres. Donc là, on décompte par période de 90 jours, mais attention, on ne peut pas cumuler le congé parental d'éducation et les 8 trimestres par enfant. Donc, si vous avez eu vos 8 trimestres par enfant et que vous êtes arrêté 8 trimestres, on va prendre la majoration enfant. Donc, seul lorsque le congé parental, si la durée est supérieure à 8 trimestres, ça vous donnera quelque chose en plus. Ou alors, donc ça peut être le cas, par exemple, du père qui a pris le congé parental. Donc attention, déjà, il faut un arrêt total d'activité. Et j'allais dire, il faut que ce soit un vrai congé parental. Alors, qu'est-ce que ça veut dire en clair? Un vrai congé parental, eh bien, ça veut dire qu'il fallait travailler avant la naissance de ces enfants. Je vous rappelle que le congé parental, c'est une période de suspension de contrat de travail. Donc, les justificatifs qui sont demandés par la CARSAT ou la CNAV, en fait, eh bien, ça va être justement la preuve que j'ai été en congé parental d'éducation. Alors, moi, ça fait 35 ans que je travaille sur la protection sociale et la retraite. J'ai dû voir 2 dossiers avec des congés parentaux qui étaient plus favorables que les 8 trimestres. Voilà pour le congé parental. Alors, dernier point sur les enfants, enfin avant-dernier point. Alors, ça s'appelle l'assurance vieillesse des parents au foyer. Alors, quelquefois, sur les relevés de carrière, alors très souvent des femmes, mais parfois des hommes, vous allez avoir un code, au lieu d'avoir le code employeur, vous allez voir assurance vieillesse des parents au foyer. Donc là, je vous ai fait une copie écran. Donc là, la personne en 2007, son employeur, c'est assurance vieillesse des parents au foyer. Elle a 4 trimestres et elle a un salaire fictif qui est enregistré. Alors, je vous explique le principe. Déjà, en France, il faut savoir qu'il y a une femme sur 2 qui en a sur son relevé de carrière. Pour avoir droit à ça, il faut avoir reçu par la CAF des prestations familiales. Alors, je ne vais pas vous dire quel type de prestations familiales, parce qu'il faudrait que je vous fasse l'histoire de l'assurance vieillesse des parents au foyer depuis 1972. Et donc, le type de prestation familiale, il a évolué. Alors, si on parle à aujourd'hui, ça peut être la prestation d'accueil du jeune enfant, l'allocation de libre choix d'activité,
Bon, alors, je vous explique le principe. La CAF, elle vous verse une prestation. Certaines prestations ouvrent droit à un salaire fictif enregistré sur votre relevé de carrière. Donc, c'est une période cotisée, mais par la caisse d'allocation familiale. Mais elle va tenir compte des revenus du ménage. Donc, imaginons, alors c'est très souvent les femmes qui réduisent leur activité ou s'arrêtent de travailler. Alors, soit elles sont seules, soit elles sont en couple, mais là, on va prendre les revenus du conjoint. Donc, vous pouvez, vous, avoir eu des prestations de la CAF, mais avec les ressources du conjoint, vous n'avez pas été affilié à l'assurance vieillesse des parents au foyer. Donc, ce sont des périodes cotisées avec un salaire fictif. La nouveauté, on y reviendra sur le dernier point, c'est que quand on va faire une étude carrière longue, on ne retient que les périodes cotisées ou réputées cotisées. Et donc, lors de la dernière réforme, on a décidé de rajouter 4 trimestres d'assurance vieillesse des parents au foyer. Ce qui fait qu'une femme qui se serait arrêtée, par exemple, de travailler 1 an pour élever ses enfants, eh bien, pourrait quand même partir en carrière longue si elle a de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Le dernier point sur les enfants, donc quand on a eu 3 enfants, alors là, ça concerne les pères et les mères, votre retraite sera majorée de 10% au régime général. D'accord ? Alors, vous avez également des majorations de points à Agirc-Arrco à partir du 3e enfant, mais qui sont variables. Donc là, les enfants qui comptent pour la majoration de 3 enfants, c'est les enfants nés, y compris les enfants morts-nés, ou les enfants élevés pendant 9 ans avant leur 16e anniversaire. Donc voilà pour le chapitre enfants. Donc, je ne l'ai pas précisé au début, donc à la fin, on prendra 15 minutes, bien sûr, pour répondre à vos questions. Donc, je ne répondrai pas à vos questions au fur et à mesure, mais je le ferai à la fin. Deuxième thématique qu'on va aborder, ce sont les périodes de chômage. Donc là, on va lancer un petit sondage. Hop. Alors, les périodes de chômage sont-elles validées comme des périodes cotisées? Oui ou non? Là, je vois que c'est partagé dans les réponses. Encore un petit peu. Le oui l'emporte. Alors, donc, eh bien non, les périodes de chômage ne sont pas des périodes cotisées, ce sont des périodes assimilées. Et on verra quand même que pour les carrières longues, on a droit quand même à des périodes réputées cotisées. Donc, je vous expliquerai ça tout à l'heure parce que c'est toujours assez complexe. Donc, dans le principe, ce qu'il faut retenir, c'est que quand vous avez une période de chômage, elle est inscrite sur votre relevé de carrière, mais en face, il n'y a pas de salaire. Donc, ce n'est pas cotisé parce que quand vous êtes au chômage, vous avez ce qu'on appelle un revenu de remplacement, alors qu'une période cotisée, il faut que ce soit un salaire brut. Alors, on y va sur le chômage. Alors, en matière de chômage au régime général, on va distinguer le chômage indemnisé et le chômage non indemnisé. Alors, pour le chômage indemnisé, on a droit à un trimestre par période de 50 jours de chômage. Donc, tant que je suis indemnisée, j'ai des trimestres assimilés. Donc, trimestre assimilé, ça veut dire que je n'ai pas cotisé, mais c'est pris en compte pour la retraite. Ensuite, c'est un peu moins connu, on peut, au régime général, prendre en compte le chômage non indemnisé. Donc, ça veut dire que je suis inscrit à, aujourd'hui, France Travail, mais je ne suis pas éligible à l'allocation de retour à l'emploi. Donc, pour la première période de chômage non indemnisé, alors là, j'ai 2 règles. Si cette période se situe avant 2011, j'ai droit à une validation gratuite dans la limite d'1 année. Si la période se situe à partir de 2011, j'ai droit à 1 an et demi. Alors, quand on dit première période de chômage non indemnisé, donc, pour avoir des périodes inscrites, il faut qu'avant, on ait la qualité d'assuré social. Donc, imaginons, j'ai cotisé un petit peu, je ne sais pas, j'ai fait un job d'été, j'ai travaillé un petit peu.
je m'inscris à Pôle emploi, mais je n'ai pas droit, enfin France Travail, excusez-moi, et je n'ai pas d'ouverture de droit. Donc, le fait de vous inscrire va permettre une validation de trimestre. Et ce qui a changé avec la réforme de 2010, là, vous voyez, ce n'est pas la réforme de 2023, c'est qu'avant, on prenait 1 an et aujourd'hui, on prend 1 an et demi si les périodes se situent après 2011. Ensuite, quand vous êtes en fin de droit chômage, donc imaginons, vous avez quelqu'un qui est licencié, il a droit au chômage pendant 2 ans, et puis au bout des 2 ans, il est toujours inscrit comme demandeur d'emploi. Donc là, j'ai encore droit à 1 année de validation gratuite. Et si j'ai plus de 55 ans à la fin d'indemnisation chômage et que j'ai 20 ans de cotisation vieillesse, tout régime confondu, ça peut aller jusqu'à 5 années validées gratuitement. Donc, vous voyez, les périodes de chômage, on peut avoir plusieurs périodes de chômage dans sa carrière. Donc, attention, on valide des périodes, on ne valide pas des montants. Donc, on est pénalisé potentiellement, surtout si ça se situe en fin de carrière, sur la moyenne de ses 25 meilleures années. Un petit point en Agir Carco, on a des points gratuits quand on est au chômage indemnisé et uniquement sur les jours indemnisés. Donc, ce n'est pas la même chose au régime général et en complémentaire. Donc, voilà pour la partie période de chômage. Alors, maintenant, on va passer aux personnes qui ont une carrière mixte, indépendant libéral et salarié du privé. Donc là, attention, on va avoir 2 situations. Alors, quand on dit « je suis indépendant », soit j'ai une activité artisan-commerçant, soit j'ai une activité qui relève des professions libérales. Bon. Donc, profession libérale, vous verrez que pour la plupart, ce sont des professions réglementées comme médecin, pharmacien, vétérinaire, etc. Bon. Quand je suis artisan-commerçant, alors pour comprendre les réformes successives, c'est qu'auparavant, quand on était artisan-commerçant, on cotisait au RSI. Et puis, il a été décidé que le RSI était supprimé. Et finalement, aujourd'hui, c'est la CNAV ou la CARSAT qui gère les périodes d'artisans et de commerçants. Donc, quand on est artisan et commerçant, les règles de calcul de retraite, en fait, sont identiques au régime général. Donc, aujourd'hui, quand vous avez une carrière mixte, artisan, commerçant et puis ensuite salarié du privé, vous verrez que sur votre relevé de carrière, c'est du régime général. Donc, vous aurez une liquidation unique. Donc, il n'y aura pas une retraite de base d'artisan, une retraite de base de salariat. Vous aurez une retraite globale. Alors, ça s'appelle la LURA, la liquidation unique des régimes alignés, qui est en place en France depuis 2017. Alors, ça veut dire quoi concrètement ? Imaginons quelqu'un qui aurait été artisan 50 trimestres, il a été salarié au régime général pendant 122 trimestres, et bien là, on va prendre son revenu annuel moyen des 25 meilleures années, c'est-à-dire qu'on prendra ses salaires d'artisan de commerçant, enfin ses revenus, d'artisan de commerçant et ses salaires du privé, et on fera la moyenne. Le salarié ou l'ancien artisan ou l'artisan actuel ou le commerçant aura le taux plein. Donc, le fait qu'on ait une carrière mixte en retraite de base, artisan, commerçant au régime général, eh bien, c'est une liquidation unique. D'accord ? Alors, en revanche, sur la période d'activité salariée, vous aurez des points Agir Carco et sur la période d'artisan commerçant, vous aurez des points RCI. D'ailleurs, tout à l'heure, vous voyez, quand je vous ai projeté une estimation de retraite, j'avais quelques points d'artisan et de commerçant. Deuxième situation, les personnes qui sont profession libérale et salariées dans le privé. Bon. Donc, profession libérale, donc là, il y a une liste de professions réglementées. Alors là, attention, ce sont 2 régimes distincts. Donc, chaque régime de retraite de base paiera sa quote-part. En revanche, pour le taux, pour ne pas avoir de décote, eh bien, on va aller chercher les trimestres des autres régimes. Donc, exemple, votre salarié a été 50 trimestres en profession libérale et 122 trimestres salarié. Pour sa retraite de base en profession libérale, il aura un nombre de points multiplié par une valeur de points. Et comme il a tous ses trimestres, il n'aura pas de décote. Donc, il aura un coefficient à 1. Sur la partie régime général,
On aura le salaire annuel moyen des 25 meilleures années, mais là, on prendra que les salaires du privé. La personne aura le taux plein parce qu'entre ses 122 et ses 50 trimestres, il a ses 172 trimestres nécessaires. Et le régime général paiera sa quote-part, donc 122, 172e. Bien sûr, en plus des retraites de base, il aura une retraite complémentaire de profession libérale. Il faut savoir que chaque section de profession libérale a sa propre retraite complémentaire. Et sur la partie régime général, il aura la partie Agir Carco en sus du régime général. Donc, vous voyez, ce n'est pas la même chose d'avoir une carrière mixte, salarié indépendant en tant que libéral ou salarié indépendant en tant qu'artisan commerçant. Alors, dans le cadre de la réforme, la dernière réforme, en fait, tous les régimes remontent le nombre de trimestres, mais il n'y a pas eu, ce n'est pas une réforme systémique, c'est-à-dire qu'on n'a pas supprimé les caisses de retraite des libéraux, on n'a pas supprimé l'ensemble des 42 régimes, donc chaque régime paye sa quote-part. Et je reviens à mes artisans commerçants, régime général, c'est exactement la même chose aussi pour un salarié agricole. C'est-à-dire quelqu'un qui serait salarié agricole et salarié du régime général, en fait, c'est la même retraite. C'est ce qu'on appelait tout à l'heure la liquidation unique de l'ensemble des régimes. Mais là, ce n'est pas la dernière réforme, c'était la réforme, c'est une réforme de 2017. Point que l'on va aborder, et qui n'est pas forcément le plus simple à comprendre, ce sont les carrières longues. Alors, pour les carrières longues, quand même, un petit point. Alors, rappelez-vous, si je reviens au tout début de mon webinaire, je vous ai parlé des sites de l'assurance retraite. Donc, sur le site de l'assurance retraite, vous avez un onglet « Obtenir mon âge de départ en retraite ». Donc, si vous êtes carrière longue et bien sûr que votre relevé de carrière est à jour, mais il vous donnera l'âge d'ouverture de droit par rapport aux règles actuelles. Donc là aussi, attention, les carrières longues, c'est fixé par décret. Donc, il se peut qu'on modifie à l'avenir les carrières longues. Soit ce sera plus favorable ou moins favorable, j'en sais rien. Mais en tout cas, depuis la création des carrières longues, enfin des départs anticipés pour les gens qui ont commencé à travailler jeunes, il y a eu plusieurs décrets. Donc là, vous voyez, si dans les mois qui suivent, les partenaires sociaux négocient des choses sur la réforme des retraites, peut-être qu'ils vont essayer d'améliorer les choses pour les carrières longues et d'améliorer les choses pour les femmes. Aujourd'hui, ce sont deux thématiques, en fait, qui sont importantes. Alors, pourquoi les femmes ? Parce qu'on se rend compte que les femmes ont en moyenne de moins bonnes retraites que les hommes et elles partent un petit peu plus tard. Donc, ce qu'on voudrait, c'est essayer de rétablir ça. Donc, en redonnant peut-être des validations supplémentaires. Mais pour l'instant, de toute façon, on n'a aucune information précise. Donc, pour mes carrières longues. Alors, quand je dis carrière longue, ça veut dire que j'ai commencé à travailler jeune. Donc là, vous avez, depuis la réforme, 4 bornes d'âge. J'ai commencé à travailler avant 16 ans, avant 18 ans, avant 20 ans. Et pour la génération née après 65, avant 21 ans. Alors, quand on dit « j'ai commencé à travailler avant l'âge de 16, 18, 20, 21 », on va regarder sur votre relevé de carrière combien vous avez de trimestres validés avant la fin de l'année de vos 16, 18, 20 ou 21 ans. Il vous en faut 5 minimum ou 4 si vous êtes né au cours du dernier trimestre. Donc, vous voyez, c'est déjà un petit peu compliqué. Donc, ça veut dire qu'on va regarder, donc la majorité qu'on a aujourd'hui, c'est les gens qui ont commencé à travailler à 18, 19 ans. Donc, ils sont début d'activité avant 20 ans, mais là, il faut qu'avant la fin de l'année civile de vos 20 ans, vous ayez un nombre de trimestres minimum qui est à 5 ou 4 si vous êtes né sur le dernier trimestre. Ensuite, il va vous falloir l'ensemble de vos trimestres. Et c'est là où ça devient un petit peu subtil, parce que là, on va distinguer ce qu'on appelle les périodes cotisées. Alors, les périodes cotisées, c'est les périodes que vous allez générer en fonction de votre activité. Et pour les carrières longues, on a rajouté ce qu'on appelle des réputés cotisés. Donc, en fait, ce ne sont pas des périodes cotisées, mais on va en tenir compte pour les carrières longues, mais dans une certaine limite. Alors, on a droit à 4 trimestres de chômage indemnisés sur l'ensemble de sa carrière, 4 trimestres de service national maximum,
4 trimestres de maladie, d'accident de travail et les trimestres de maternité. D'accord? Donc, ça veut dire que quand on étudie une carrière longue, il faut distinguer la différence entre un trimestre cotisé et un trimestre validé. OK? Alors, un exemple. Mes 8 trimestres pour enfants de tout à l'heure, je ne les prends pas parce que ce sont des majorations de durée d'assurance. Ce ne sont pas des trimestres cotisés ni réputés cotisés. Donc, c'est pour ça que tout à l'heure, je reviens sur ce que je disais. Quand je dis je valide 8 trimestres par enfant maximum, c'est si à l'âge légal, je n'ai pas mes trimestres, mais je ne peux pas m'en servir pour partir en carrière longue à aujourd'hui. Mais dans la dernière réforme, on a rajouté 2 nouvelles périodes réputées cotisées. Alors, on a l'assurance vieillesse des parents au foyer dans la limite de 4 trimestres. Alors, vous voyez, c'est ça qui pourrait éventuellement bouger parce que ça veut dire qu'aujourd'hui, une femme qui a commencé jeune, mais qui s'est arrêtée un peu trop longtemps pour élever ses enfants, eh bien, elle peut louper la carrière longue parce qu'on ne prend actuellement que 4 trimestres d'assurance vieillesse des parents au foyer. Peut-être que demain, on va dire, on prendra 8 trimestres, enfin, j'en sais rien. Et la dernière nouveauté, c'est qu'on peut racheter des périodes d'apprentissage pour partir en carrière longue. Alors, le rachat de trimestre, en fait, c'est possible sur les années d'études supérieures, les années incomplètes. Mais quand on fait un rachat de trimestre, au titre des années d'études supérieures ou des années incomplètes, ça ne peut pas compter pour les carrières longues. Mais là, on a décidé, donc depuis la dernière réforme, que ceux qui avaient fait de l'apprentissage, leur salaire d'apprenti n'a pas suffi à valider les trimestres, donc ils peuvent racheter. Et là, vous avez un tarif, en fait, spécial, apprenti, donc qui est à 1 578 € par trimestre. Donc, c'est pour ça que quand on dit « est-ce que je peux optimiser mon départ en carrière longue ?» la nouveauté, c'est que quelqu'un pourrait commencer à avoir travaillé jeune, mais quand il était jeune, il n'a pas assez cotisé. Donc, peut-être que lui, ça vaudrait le coup de racheter des périodes d'apprentissage. C'est un tarif préférentiel parce que quand vous rachetez aux alentours de 60 ans ou un peu avant des trimestres d'années d'études supérieures ou d'années incomplètes, ça coûte entre 4 et 7 000 € le trimestre. Donc là, vous voyez, on est sur un tarif à 1 578 €. Alors, le tarif préférentiel, c'est uniquement 4 trimestres maximum. Mais ça vaut le coup peut-être d'étudier la situation en disant est-ce que je n'aurais pas intérêt à racheter pour partir plus tôt. Pourquoi ? Parce que vous pouvez avoir quelqu'un qui a commencé à travailler, vous voyez, il est avant 20 ans, mais peut-être que finalement, il était en apprentissage avant 18 ans. Eh bien, grâce peut-être à un rachat, il pourrait partir plus tôt. Donc, pour les carrières longues, j'ai un âge minimum, un début d'activité minimum. Et puis après, suivant votre date de naissance, vous allez pouvoir partir à partir de 58 ans, à partir de 60 ans. Pour ceux qui ont commencé avant 20 ans, c'est un peu plus compliqué parce qu'il y a une période transitoire entre 60, donc vous pourrez partir entre 60 et 62. Et pour la génération après 65, on aura de nouvelles carrières longues pour ceux qui ont commencé à travailler avant 21 ans et qui pourront partir à minima à l'âge de 63 ans. Alors faites attention parce que quand on dit je suis carrière longue, je peux avoir quelqu'un, son âge légal c'est 63 ans et il part à 62 ans et demi. Donc, il est quand même carrière longue. Il part avant. Donc là, les carrières longues, je vous conseille d'aller sur votre espace personnel d'assurance retraite, faire obtenir mon âge de départ en retraite, simuler ma retraite. Mais bien évidemment, avant, il faudra vérifier qu'il ne vous manque pas de période, que toutes vos périodes soient bien enregistrées. Donc, en général, par expérience, il y a peu d'anomalies, par exemple, sur les périodes de chômage qui sont enregistrées. Et sur les périodes d'AVPF, d'assurance vieillesse des parents au foyer non plus. Bon, après, il peut y avoir des erreurs de report de salaire par rapport à ce que vous avez gagné à l'époque. Alors, je vous rappelle pour terminer que quand vous constatez des erreurs sur vos relevés, vous pouvez, sur le site de l'assurance retraite, mettre à jour vos carrières. Malheureusement, avant l'âge de 55 ans, c'est souvent très compliqué de mettre à jour ses carrières, mis à part les enfants.
Hein, mais on a vu tout à l'heure que vos 8 trimestres pour enfants, ils ne peuvent pas vous servir à partir avant l'âge légal. Par contre, si à l'âge légal, il vous manque des trimestres, c'est intéressant de les rajouter. Et donc, quand vous les rajoutez dans le simulateur, ça vous permet en fait de voir à quel moment vous avez ce fameux taux plein. Donc voilà, j'ai terminé mes quatre thématiques. Donc maintenant, si vous le voulez bien, on va passer aux questions. Hop. Alors, donc, je vais prendre donc, certaines questions. On a à peu près 15 minutes pour répondre aux questions. Donc, je vais prendre la question de Jocelyne. Si on n'a pas le numéro de sécurité sociale du père, qu'on est divorcé et qu'il est décédé, comment fait-on? Alors, effectivement, ça arrive qu'on n'ait pas le numéro de sécurité sociale du père, donc pour plusieurs raisons. Alors là, de toute façon, avec son nom, son prénom, la sécurité sociale va le retrouver, rassurez-vous. Alors, si en plus, comme le dit Jocelyne, vous êtes titulaire d'une pension de réversion, de toute façon, la pension de réversion, elle est issue d'une personne décédée avec ce numéro de sécurité sociale. Donc, le mieux, c'est de l'avoir, mais si on ne l'a pas, la sécurité sociale va les retrouver. Mais en fait, c'est juste un petit conseil pour vous dire, voilà, conservez les numéros de sécurité sociale de vos ex. Alors, un autre point qui n'a rien à voir avec le webinaire, mais vous savez qu'en matière de réversion, quand son ex-conjoint décède et qu'on n'est pas remarié, on a droit, sous condition, à une pension de réversion. Donc là, c'est pareil, quand vous faites une demande de réversion, on va vous demander le numéro de sécurité sociale de la personne décédée. Donc voilà pour la première question. Deuxième question, le congé parental a-t-il un impact sur les carrières longues? Alors en fait, le congé parental en lui-même, il n'est pas pris en compte pour les carrières longues. Sauf que si vous avez été en congé parental d'éducation et que vous avez reçu ce qu'on appelle aujourd'hui l'allocation de libre choix d'activité, je crois. Avant, on appelait ça l'allocation parentale d'éducation. Pour un congé parental, donc c'est entre 0 et 3 ans. Et si vous avez reçu cette allocation et que votre conjoint, votre concubin ou votre partenaire lié par un pacte, votre ménage, avait un revenu inférieur à un certain montant, vous allez avoir de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Donc, en fait, ça dépend. Je peux avoir, par exemple, une femme qui prend un congé parental, son mari, elle est mariée, son mari est cadre supérieur, eh bien, elle aura sur son relevé de carrière 0. Elle n'aura pas d'assurance vieillesse des parents au foyer. En revanche, vous avez une femme qui prend un congé parental d'éducation, son conjoint a des revenus faibles, eh bien, elle va avoir sur son relevé de carrière de l'assurance vieillesse des parents au foyer. Et donc, on a vu que pour les départs anticipés, on avait droit à 1 année d'assurance vieillesse des parents au foyer. Et ça pourrait éventuellement évoluer. Alors, je n'en suis pas certaine, mais vous voyez, ça fait partie des mesures qui sont revendiquées, disant, oui, mais c'est injuste, il y a des femmes, elles se sont arrêtées de travailler pour élever leurs enfants et elles sont pénalisées. Par contre, ça ne concernera pas toutes les femmes. Alors, je dis les femmes, ça peut être un homme aussi qui prend un congé parental. C'est pareil. Donc, voilà pour le congé parental. Alors, une question de Marie. Bonjour, si nous avons eu nos enfants pendant une période non travaillée, sont-ils comptabilisés? Oui. Alors, en fait, pour avoir les 8 trimestres pour enfants, on ne regarde pas si vous avez été en congé maternité. Il ne faut pas confondre les périodes de validation de congé maternité. D'accord? Donc là, on vous valide par rapport à des indemnités journalières. Donc là, c'est le fait d'avoir eu des enfants que vous avez reconnus. Vos enfants, ils ont pu même être, ils sont peut-être nés à l'étranger, donc peu importe, mais ils sont bien comptabilisés. Attention Marie, uniquement pour un départ à l'âge minimum. Ce ne sera pas pris en compte pour un départ carrière longue. Donc voilà. Alors, question de. Alors, je ne connais pas le prénom. Donc, bonjour, j'ai eu 3 enfants, dont un mort-né. Ai-je droit à 20 ou 24 trimestres? Alors, avec la réforme, avant la réforme, effectivement, vous auriez eu 8 trimestres pour les enfants qui ont vécu et 4 trimestres pour l'enfant décédé. Depuis la réforme de 2023, vous aurez bien droit à 24 trimestres maximum.
Alors, malheureusement, il faut savoir qu'aujourd'hui, les circulaires d'application ne sont toujours pas publiées pour les majorations enfants. Vous savez que cette réforme, elle est en vigueur depuis le 1er septembre 2023 et il y a plusieurs thématiques où en fait, on n'a pas les circulaires d'application. Donc, normalement, oui, effectivement, vous aurez 24 trimestres, à condition, bien sûr, que le père, rappelez-vous, ait 8 trimestres validés de son côté en France et en Europe. Alors, les jobs d'été, lorsque nous sommes étudiants, permettent-ils de cotiser un trimestre? Alors, ça, c'est une thématique que je n'ai pas vue ce matin en particulier. Je ne suis pas revenue sur le détail du calcul. Alors, en fait, en retraite, vous savez, on dit jamais oui, on dit jamais non, on dit ça dépend. Alors, en fait, si vous avez fait une activité cotisée, il y a un seuil de validation. Alors, je vous donne la règle actuelle, par exemple. Aujourd'hui, pour valider un trimestre, il faut avoir un salaire brut au moins égal à 150 fois le SMIC horaire. Donc, en 2025, vous faites 11,88 € fois 150 et ça valide un trimestre. Ce qui fait que concrètement, si vous faites un job d'été, un mois à temps plein, payé au SMIC, la durée légale du travail étant de 151,67 h, en travaillant un mois l'été, vous allez valider un trimestre. Alors là, vous avez un barème que vous pouvez trouver assez facilement sur Internet du montant du salaire qu'il fallait à l'époque pour valider un trimestre. D'accord ? Pourquoi ? Parce que par le passé, ce n'était pas 150 fois le SMIC horaire, c'était 200 fois le SMIC horaire. Alors, ce qui fait que parfois, on loupe le trimestre à 2 francs de l'époque. Et parfois, en travaillant un mois, quand on a un gros salaire, on peut aller valider jusqu'à 2 trimestres. Donc ça, effectivement, les jobs. Et d'ailleurs, il y a beaucoup de personnes aujourd'hui qui sont carrière longue grâce à des jobs étudiants. Donc, un conseil, si vous avez des enfants qui ont 18 ans, faites-les travailler l'été. Ils seront contents par la suite d'avoir des trimestres et ils ne seront pas obligés de les racheter. Parce que quand il vous manque des trimestres et que vous voulez partir à l'âge légal, vous êtes obligé de racheter vos trimestres. Donc, voilà pour les validations. Alors, j'ai déclaré mon enfant, mais mon âge de départ n'a pas été modifié, c'est normal. Alors, ça dépend. Si à l'âge légal, vous avez déjà votre nombre de trimestres, en fait, vos enfants ne servent à rien. Voilà. Donc, c'est pour ça que parfois, oui, parfois, non. Ça ne sert que si à l'âge légal, je n'ai pas mon nombre de trimestres. Donc, pour certaines femmes, c'est utile, pour d'autres, c'est inutile. Et pour celles qui sont en carrière longue, par exemple, ça ne sert à rien. Donc, alors faites attention aussi, quand vous déclarez vos enfants en ligne, votre relevé ne va pas forcément se mettre à jour automatiquement. Il va y avoir un délai. Alors, je ne peux même pas vous donner de délai parce qu'aujourd'hui, on ne sait pas trop combien de temps après ils le font. Et en plus, j'ai un autre problème, c'est que comme ils ont supprimé le relevé de carrière là, du régime général, qui était vraiment très, très bien, j'espère qu'il va revenir, là, on voyait clairement si les enfants étaient déclarés. Vous aviez en bas de votre relevé de carrière, majoration pour enfants à justifier et avec 8 trimestres par enfant. Alors, pourquoi ils mettent à justifier ? Parce qu'au moment de la liquidation, vous voyez, si vous enregistrez votre enfant jeune, au moment de la liquidation, on va revérifier. Alors, pourquoi ? Parce que déjà, les règles peuvent changer entre le moment où vous les avez inscrits et le moment où vous partez en retraite. Donc, c'est vrai que vous verrez souvent ce message à justifier. Alors, est-ce que les périodes de chômage non indemnisées comptent comme des trimestres de la carrière totale à 172 ? J'ai 2 trimestres de chômage validés en 85, mais on m'en demande de travailler 174. Je ne comprends pas trop. Alors, les périodes de chômage non indemnisées, elles comptent pour pouvoir partir à l'âge légal. D'accord, mais je ne comprends pas bien la question. On me demande de travailler 174 trimestres, donc c'est 172. Je ne comprends pas pourquoi c'est 174. Désolée, Laurence. Alors, le rachat de trimestre peut-il se faire à n'importe quel âge ? Oui, enfin, entre 20 ans et 66 ans, vous pouvez racheter vos trimestres. Plus vous allez attendre, plus ça va être cher. Après, ça devient dégressif après 62. Alors là aussi, si vous voulez connaître le coût d'un rachat de trimestre, vous allez sur l'assurance retraite et vous faites simuler un rachat de trimestre. D'accord ? Alors, en matière de rachat, moi, je fais des bilans individualisés
Parce que parfois, c'est intéressant de racheter, parfois, ce n'est pas intéressant. Donc, il faut vraiment faire une étude assez poussée. Et là, la CNAV vous dira si vous pouvez racheter, mais elle ne vous dira pas forcément ce que ça vous rapporte. Attention, les délais d'instruction des rachats sont plutôt assez longs en ce moment, entre 6 et 12 mois de réponse pour avoir un devis. Donc, c'est vrai que si vous souhaitez racheter des trimestres, il faut vous y prendre un petit peu plus tôt. Alors, bonjour, combien faut-il de trimestres cotisés pour partir en carrière longue? Alors, en fait, entre les cotisés et les réputés cotisés, ça dépend de votre date de naissance. Non, je ne peux pas revenir en arrière. Bizarre. Si, c'est bon. Alors, je suis désolée, je vais revenir au tout début. Voilà, c'était ça. Hop. Donc, les carrières longues, en fait, eh bien, vous regardez le tableau que vous avez ici. Donc, pour certains, c'est encore 170, 171, et puis bientôt, ça va être 172 trimestres. Hein. Donc, là, effectivement, vous avez un tableau spécifique de carrière longue par rapport à votre date de naissance, par rapport à votre début d'activité. Bon, si vous allez sur votre espace personnel et que votre relevé est à jour, vous verrez à quel âge vous pouvez partir. Sinon, alors, le problème des carrières longues, c'est qu'on délivrait avant des attestations carrière longue et on délivrait des attestations provisoires, parfois plusieurs années avant le départ en retraite. Aujourd'hui, la CNAV et les CARSAT ont des consignes, c'est de ne plus répondre aux carrières longues. Alors, normalement, c'est 9 mois avant la date de retraite. Donc, c'est vrai que quand vous voulez anticiper, c'est un peu compliqué. Donc, après, à vous d'aller sur le site. Éventuellement, si vous êtes en fin de carrière, vous pouvez demander un rendez-vous avec la CNAV et la CARSAT. De toute façon, sur toutes les thématiques que j'ai abordées, à chaque fois, on a des détails particuliers. C'est difficile, en fait, de répondre aux questions individuelles. Alors, je ne peux plus avancer, là. C'est normal. Hein, c'est difficile de répondre aux questions individuelles précisément. Ah, diaporama est bloqué. Ah non, c'est bon. C'est toi qui as la main. Très bien. Bah, écoutez, je pense que j'ai répondu aux questions, enfin la plupart. Alors, donc je vous invite, si vous êtes RH, si vous travaillez en RH, en paie, que vous gérez les carrières de vos salariés, ou si vous préparez votre retraite. Donc moi, j'anime des formations d'actualité retraite. L'actualité retraite, même s'il y a une réforme, c'est toujours bien de savoir ce qu'il y a, enfin ce qui est en train de se tramer en ce moment, même si on n'a pas toutes les réponses. Hein, puis c'est mieux de comprendre le système avant la réforme que d'arriver en pleine réforme en disant mais finalement, qu'est-ce qui a changé par rapport à la dernière réforme? J'organise également des sessions de formation Préparer ma liquidation de retraite, donc là qui est destinée à des gens qui vont préparer leur dossier. Hein, donc on peut faire une journée et moi je vous explique tous vos droits hein, en fonction de vos situations particulières. Donc on l'organise en inter-entreprise. Mais aussi, on peut vous proposer, si vous avez plusieurs personnes à former, de le faire en intra ou en sur-mesure, si vous avez des choses particulières. Donc voilà, écoutez, j'espère que ce webinaire vous aura apporté des réponses à vos questions hein, sur des sujets qui restent très techniques. Merci à vous de m'avoir écouté. Et puis, je vous souhaite à toutes et à tous une excellente journée. Au revoir.